Depuis les années 50, il y a eu plus de 100 000 substances chimiques, donc de synthèse, qui ont été générées. On estime qu'on ignore la toxicité de 80% de ces molécules. Les traitements que subit le pommier et la pomme sur une saison, ça peut être 36 fois par saison. Et on peut retrouver à la fin sur le produit fini entre 6 et une quinzaine de pesticides. Au sein de villages où il peut y avoir 1500 habitants, on va avoir une dizaine de cancers qui se déclarent. Et il y a même des rues en fait, où il y a une maison sur deux. Soit il y a des familles touchées par le cancer chez leurs enfants, soit des jeunes adultes. On n'en parle pas, mais l'âge de survenue de certains cancers du sang notamment baisse. Et donc ça touche des jeunes actifs. Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact des pesticides sur la santé, cancer pédiatrique, maladies neurodégénératives ou modification de l'épigénétique. Les pesticides sont présents partout sur nos territoires et notre environnement, d'où cette question: quels impacts ont-ils sur notre santé ? Pour y répondre, nous recevons Laurence Huck, toxicologue à l'INRAE et qui concentre ses recherches sur le lien entre pesticides et cancer. Bonjour Laurence. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et surtout nous expliquer en quoi consiste votre métier et vos recherches ? Alors, je suis Laurence Huck, je suis directrice de recherche à l'INRAE. Je suis toxicologue, c'est-à-dire que j'étudie la toxicité des substances chimiques. Et ma spécialité, c'est d'étudier comment un polluant induit des cancers. Et donc, depuis plusieurs années, 8 ans maintenant, je travaille sur les pesticides. Quand on s'intéresse à cette question, il y a quelque chose qui frappe de prime abord, c'est qu'on voit que le nombre de nouvelles substances chimiques est gigantesque. Est-ce que vous pouvez nous donner des ordres de grandeur sur ces substances chimiques qu'on met en place, qu'on introduit dans l'environnement ? Alors depuis les années 50, pour ce que l'on en sait, parce que c'est pas si transparent que ça, il y a eu plus de 100 000 substances chimiques, donc de synthèse, issues de la chimie de synthèse anthropique, qui ont été générées. Et à l'heure actuelle, pour vous dire, pour l'évaluation toxicologique qu'on est censé mener, on estime qu'on ignore la toxicité de 80% de ces molécules. Donc en gros, on a surtout on a sur le marché un grand nombre de molécules dont on ignore les effets nocifs qu'ils peuvent avoir sur la santé humaine ou sur la faune sauvage et la biodiversité. Alors, vous parlez parfois d'exposition généralisée. Qu'est-ce que ça veut dire, l'exposition généralisée ? À quel point nous, Français, sommes exposés aux pesticides ? À quel moment on est confronté aux pesticides concrètement ? Alors, il faut voir que les pesticides sont largement utilisés, donc on parle en termes de tonnage et de surface, pour l'agriculture, donc des champs type champs céréaliers, en arboriculture. Donc, quand les pesticides sont épandus, ils ne restent pas exactement à l'endroit où ils sont. Ils passent dans l'air, une partie passe dans l'air, une partie s'accumule dans le sol et une autre aussi peut passer dans l'eau. Donc là, de façon assez simple, les milieux sont contaminés. Et ensuite, la chaîne alimentaire est également contaminée puisque les résidus de pesticides peuvent rester sur la plante et sur le fruit qu'on consomme ou les graines qu'on consomme. Il y a aussi un autre mode d'exposition, c'est à travers les pesticides, c'est les pesticides dits systémiques, où là, au lieu que ce soit vaporisé, c'est des pesticides qui sont directement mis autour des graines en enrobage, donc ça fait comme un M&M's, et au lieu que ce soit du chocolat, c'est un ensemble de pesticides. Et dans ce cas, en fait, le pesticide passe dans tout le système de circulation de la plante, et donc on peut en retrouver dans les pollens aussi. Et là, en fait, ça fait en tout cas oui, on a l'impression que c'est pas réparti, vaporisé, mais en fait, c'est concentré dans la plante avec des concentrations fortes. Donc, les expositions, il y en a de plusieurs ordres. Déjà, il faut penser en premier à la santé des agriculteurs. Donc, ce sont les personnes les plus exposées, puisqu'elles les épandent. Mais il faut voir qu'avant, si elles reçoivent des poudres, ils mélangent, ils font des préparations avec différents solvants pour les solubiliser, pour ensuite remplir les containers et après vaporiser. Donc, l'exposition est énorme, même s'ils ont des protections. Des études ont montré que, en fait, concrètement, l'exposition peut être forte. Ensuite, quand il y a des terrains traités,
il faut penser aux populations environnantes, donc ce qu'on appelle les riverains, qui en fait vont être exposés soit par la pollution de l'air par les pesticides ou par la contamination des nappes phréatiques à proximité. Nous, consommateurs, quand on achète des produits issus de l'agriculture conventionnelle, eh bien oui, on retrouve des résidus de pesticides qui sont sur les denrées. Il faut imaginer par exemple que pour produire une pomme, les traitements que subit le pommier et la pomme sur une saison, ça peut être de 36 fois par saison. Et on peut retrouver à la fin sur le produit fini entre 6 et une quinzaine de pesticides retrouvés donc, sur la peau qu'on consomme. Donc il y a différents niveaux de gradation en fait, de l'exposition. Et la sensibilité, en fait, ça va dépendre, vous voyez, du type de dose. Les agriculteurs, on ne peut pas comparer la quantité de pesticides d'exposition professionnelle, par exemple, à celle de nous qui consommons des fruits. Mais il faut bien penser que derrière une pomme que l'on consomme avec juste quelques résidus de pesticides, il y a eu quelqu'un en amont qui s'est exposé beaucoup, les professionnels, et que des voisins ont aussi respiré tous ces composés-là. On va reprendre ces 3 points sur la contamination de la chaîne alimentaire. À quel point la chaîne alimentaire est-elle contaminée ? Moi, je lisais une étude de Génération Future, donc l'ONG qui regarde ces questions-là, où ils prenaient fruit par fruit et on voyait que, je pense aux cerises, aux oranges, aux fraises, enfin les fruits qu'on consomme, en gros étaient entre 70 et 80% des fruits pris sur plusieurs années on retrouvait des résidus de pesticides. C'est un peu moins sur les légumes, mais c'est autour de 60%. À quel point notre chaîne alimentaire est-elle contaminée par les pesticides ? Alors, après, ça dépend de ce qu'on estime comme étant à quel point. Des fois, il y a une grande variété de pesticides différents. Donc, vous voyez, quand je vous dis qu'on retrouve 16, par exemple, 16 sur les pommes, ça veut dire qu'il y a 16 molécules différentes. Mais après, il y a aussi la notion de quantité, c'est-à-dire combien il va y en avoir. Le fait qu'on en trouve beaucoup sur les fruits, c'est que ce sont des denrées fragiles. Et donc, pour assurer le transport, surtout avec la mondialisation, les fruits sont transportés loin. Pour les garder et qu'il n'y ait pas de moisissure, on les traite beaucoup. Donc, c'est pour ça que les fraises et les cerises, très fragiles, sont beaucoup traitées. Il y a plusieurs façons d'interpréter les chiffres. Si on prend les chiffres de Génération Future, on va estimer qu'on a en gros 90% des fruits et légumes issus de l'agriculture conventionnelle qui sont contaminés, qui présentent des résidus de pesticides. Ensuite, si on prend plutôt au niveau réglementaire et par exemple au niveau européen, où l'Agence européenne de sécurité sanitaire, l'EFSA, évalue les niveaux de contamination, elle va raisonner différemment. Elle va le dire, oui, mais en gros, on a 70 à 80% des denrées alimentaires qui sont peu ou pas contaminés, c'est-à-dire qui sont en dessous des limites maximales résiduelles, c'est-à-dire une norme qui a été fixée. Et donc là, ça peut questionner finalement à cette importance des normes, comment elles sont établies, et est-ce que le fait qu'on soit en dessous des normes, est-ce que c'est source de sécurité ? Là, c'est un peu tout le travail de ma recherche en fait. On en reparlera tout à l'heure, mais juste sur la limite maximale de résidus. Donc c'est effectivement l'indicateur qui est regardé sur les denrées alimentaires pour savoir à quel point il y en avait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que concrètement, si on est en dessous, on est en sécurité ? On voit en gros sur les chiffres de Génération Future qu'il y a parfois 5% des fruits qui sont au-dessus de cette limite. Ça dépend des années, mais c'est cet ordre de grandeur-là. Est-ce que ça veut dire que effectivement, si on est en dessous de cette limite, est-ce que ça veut dire qu'on est en sécurité ? Alors, non, ça ne veut pas dire qu'on est en sécurité. Pourquoi ? Il y a plusieurs critères en fait, qu'on peut prendre en compte. Déjà, une limite maximale résiduelle, elle est établie sur un seul composé. Donc on va estimer qu'un composé pris tout seul, tel que les tests ont été faits, que c'est OK, quand on est en dessous, il n'y a pas d'effet. On en reviendra sur le truc basique, mais on va raisonner comme ça. Donc c'est molécule par molécule. Sauf qu'en fait, les produits ne sont pas contaminés par un seul pesticide, mais par un cocktail. Et là, en fait, maintenant, on sait que la présence de multiples composés sur un fruit, par exemple, en fait, ça n'est plus protecteur. Les limites maximales résiduelles individuelles ne protègent pas de la somme de toutes les limites maximales résiduelles qu'on peut retrouver. Donc ça, il y a des travaux qui ont été menés à l'INRA, à l'INSERM, qui montrent que des mélanges
réels, enfin retrouvés sur des pommes, c'est pour ça que je parle beaucoup de la pomme en fait, où toutes les valeurs sont légales, eh bien en fait on peut retrouver chez les animaux en particulier des troubles métaboliques, développement de diabète. Donc vous voyez, ça c'est un biais. Ça veut dire que concrètement, on a fait des études sur certains effets cocktails. Parce quand on parle des effets cocktails, souvent on dit c'est trop compliqué, il y en a trop, on n'arrivera pas à tous les traiter. Là, ça veut dire qu'il y a eu des études faites spécifiquement sur certains effets cocktails qu'on a retrouvés sur des pommes. Donc évidemment, on ne peut pas tester tous les cocktails, mais il y a plusieurs études. Moi, j'en ai réalisé une, où des collègues ont travaillé dessus, où on prend des cocktails types, par exemple des cocktails auxquels les personnes qui mangent beaucoup de fruits et légumes peuvent être exposées. Donc ça, il y a des études menées par l'ANSES, l'Agence réglementaire sanitaire française, qui a mené des études. Donc on a des profils types du niveau d'exposition qu'on peut avoir des pesticides. Et là, on a fait des études. Donc évidemment, on peut toujours semer le doute, se dire tel cocktail, celui-là, il va être plus sain que l'autre. En fait, on ne peut pas savoir. Mais par contre, la plupart du temps, chaque fois qu'il y a eu des cocktails testés avec différents pesticides qui étaient en dessous des limites maximales résiduelles, on a trouvé des effets. Et donc, c'est quoi les effets concrètement ? Donc, il peut y avoir plusieurs types d'effets. Souvent, ça va être plutôt des atteintes sur des maladies métaboliques. Le foie va commencer à mal fonctionner, faire plus de gras. Et ça a une incidence aussi sur la régulation de la glycémie. Donc, ça peut favoriser l'instauration d'un diabète de type 2. Dans certains cas, dans les études qu'on a menées, ça a montré que si on avait une susceptibilité génétique pour un certain type de cancer, le fait de rajouter un cocktail de pesticides à des doses très basses, mais un cocktail, ça pouvait accélérer l'installation de cancer. Donc après, c'est des effets qui, on va dire, discrets. On n'est pas sur l'induction massive, vous voyez, dans un pesticide à très forte dose qui va être neurotoxique et entraîner Parkinson par exemple, mais par contre sur des études chroniques à long terme en fait, on commence quand même à voir que ça fragilise la santé et que s'il y a d'autres facteurs exogènes, vous pouvez imaginer un stress social ou même une vulnérabilité génétique qu'on peut avoir, ça peut accélérer la survenue de maladies chroniques. Et il y a aussi une période dont on peut parler, dont on doit parler, c'est la période périnatale, c'est-à-dire que pendant la grossesse, le fœtus est vulnérable à ce genre d'atteinte. Et que donc, s'il y a des expositions par l'alimentation de la mère ou même par l'air ou l'eau, si on parle de contamination environnementale ou professionnelle, eh bien là, les limites, en fait, les réglementaires qu'on peut appliquer, en fait, ne vont pas être protectrices puisque la période de vulnérabilité est très haute. Donc, et ça peut avoir des conséquences, en fait, à long terme. Alors, au-delà de la chaîne alimentaire, vous l'avez dit, il y a l'environnement qui est contaminé. À quel point les sols, les eaux de surface, les eaux des nappes phréatiques, l'air aussi sont contaminés par les pesticides ? Là, vous avez vu des dernières études sur... en tout cas, il y a une enquête qui vient de sortir dans Le Monde sur la contamination des eaux, une carte qui... En gros, on a de plus en plus de mal à trouver des eaux qui ne soient pas contaminées. Donc, on estime qu'en gros, la contamination serait, selon les secteurs, où il y a 90%, on retrouve des pesticides dedans. Ensuite, là encore, c'est souvent confronté à des degrés de potabilité et avec donc les fameuses normes. Mais ce qu'on retrouve aussi dans les eaux, c'est pas seulement les pesticides, mais aussi leurs produits de dégradation. Les conditions climatiques, les rayonnements UV, la chaleur, ça détériore les molécules chimiques. Enfin, en tout cas, ça en crée de nouvelles. Si bien qu'au-delà d'un pesticide, vous pouvez avoir pour un pesticide, on peut avoir une dizaine, quinzaine de produits de dégradation dont on ne connaît pas du tout les effets toxiques. Donc, on se retrouve en fait à avoir des mélanges de substances chimiques dont on ne maîtrise plus la nature ni la toxicité. À quel point, moi, c'est quand même quelque chose qui m'a surpris. On comprend que les sols soient très pollués, on comprend aussi que les eaux puissent l'être, oui, même si les proportions sont vertigineuses. L'air aussi est contaminé par les pesticides. Ça, moi, c'est quelque chose de... Je ne me rendais sans doute pas compte de l'ampleur. À quel point l'air est contaminé par les pesticides ?
Alors, par exemple, moi, je suis intervenue sur un travail qui a été... des mesures qui ont été réalisées par l'ATMO Nouvelle-Aquitaine dans le secteur de Saint-Roch-Gatien-Périgny. L'ATMO, c'est l'agence qui s'assure de la sécurité de l'air atmosphérique, voilà, l'observatoire de la qualité de l'air, qui est géré au niveau des régions. Et l'ATMO en Nouvelle-Aquitaine fait d'excellentes mesures, assez exhaustives. Et justement, il y a 2 ans, ils ont détecté des niveaux très élevés de pesticides dans l'air. Plus de 43 molécules retrouvées. Ça les a beaucoup surpris, avec des niveaux très élevés de certains pesticides. Et en fait... Comment c'est possible ? C'est que c'est des substances qui peuvent être pour certaines très volatiles. Et il s'agit juste qu'elles soient épandues à un moment où il y a des conditions météo qui les mettent plus en suspension dans l'air qu'en restant sous forme liquide sur les plantes, si bien qu'il y a d'énormes pertes, même pour les agriculteurs. Leur traitement n'est pas efficace si tout part dans l'air. Mais par contre, ça peut se déplacer sur des kilomètres. Donc on peut les retrouver à 20-60 kilomètres du lieu où ça a été épandu. Et ça se déplace. Ça peut, selon les propriétés physico-chimiques, bouger. Et après, ça peut s'absorber aussi sur les particules fines qu'il y a dans l'air. L'air, c'est pas juste des molécules pures, en fait. Donc, il y a des vecteurs aussi sur lesquels ça s'absorbe. Et pour que le profane que je suis, et sans doute parmi les auditeurs, il doit y en avoir aussi qui sont assez novices sur ces questions-là, est-ce que ça veut dire que, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup dans les régions viticoles de pesticides qui sont épandus. Moi, j'habite à Bordeaux. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, le centre-ville de Bordeaux, c'est des endroits dans lesquels on peut retrouver aussi toutes ces molécules qui sont épandues aux alentours? Oui. Enfin, en tout cas, il y a eu des études, même à Paris, pendant le Covid, il y a eu énormément de pics parce que comme il n'y avait plus la pollution pétrochimique, elle avait baissé à cause de l'arrêt de certaines usines et puis la baisse du trafic. Par contre, il y avait toujours les traitements qui étaient autorisés en grand champ, et donc il y a eu des pics de pollution aux pesticides dans Paris. Donc oui, ça... Après, ceux qui morflent le plus, ça reste quand même les riverains, qui se prennent... parce que l'air, vous voyez, quand ça se déplace, forcément, ça va se diluer. Donc, plus ça parcourt des kilomètres, plus les concentrations diminuent. Mais par contre, ceux qui sont à proximité, ils se prennent des doses quasiment équivalentes à des doses d'exposition professionnelle. On reviendra tout de suite après sur les riverains, mais déjà, est-ce qu'en France, il y a des régions qui sont substantiellement plus concernées que d'autres par ces pollutions aux pesticides ? Alors, il y a des cartes qui ont été établies sur la base des mesures soit de contamination de l'eau, comme celle qui est sortie récemment, soit de contamination de l'air, où, en fait, elles se superposent finalement avec la carte de l'achat et des ventes de pesticides au niveau local. Donc, en gros, aux endroits où on en achète beaucoup, on les retrouve ensuite dans les différents milieux. Donc, ces cartes-là sont assez, en tout cas, superposables. Et il est évident qu'il y a des zones qui sont plus protégées que d'autres par rapport au mode d'agriculture qui a été choisi sur ces territoires-là. De mémoire, pour avoir vu des cartes comme ça, on voit par exemple la Gironde qui est extrêmement concernée, la Charente-Maritime, je ne sais plus, le sud de Nantes, le nord aussi, les plaines céréalières, nord de la France et les régions céréalières au sud de Paris aussi. Oui, c'est ça. Et le pourtour méditerranéen et un peu la vallée du Rhône aussi. Les zones où il y a beaucoup de cultures arboricoles, céréalières, c'est ça C'est ça, essentiellement. Et les vignes, qui sont très consommatrices de pesticides. Pour les populations riveraines, si on habite à proximité justement de cultures arboricoles, de vignes, de grandes monocultures de céréales, à quel point on est susceptible de contracter des maladies, à quel point on est susceptible d'être contaminé par les pesticides? Alors, on a de plus en plus de données qui met en évidence la survenue, l'augmentation de certains types de maladies quand on habite à proximité de zones fortement traitées. C'est particulièrement bien documenté pour la santé de l'enfant. Donc, juste pour vous donner un ordre de grandeur, vous savez, donc c'est réglementé. L'exposition, en tout cas, l'épandage est réglementé. La distance qu'il y a entre les habitations ou les lieux de collectivité
Et la zone d'épandage est réglementée. Et pour les substances reconnues les plus toxiques, on impose qu'il y ait une zone tampon, donc non traitée, qui soit de 10 mètres, en fait, entre là où passe le tracteur et puis 10 mètres là où vivent les gens. Donc ça, c'est la distance réglementaire, dans le pire des cas. Donc sinon, c'est 5 ou 1 mètre, hein. Donc ça peut être très proche. Ce que mettent par ailleurs en évidence les études épidémiologiques, c'est-à-dire si on observe sur un territoire donné le nombre de cas de cancer reliés par exemple aux zones d'épandage, là on voit que pour des distances inférieures à 1,5 km, 1 miles, puisque c'est des études faites aux États-Unis, eh ben, il y a des augmentations de risque de certaines maladies infantiles, donc de certaines leucémies chez les enfants, tumeurs cérébrales et aussi des troubles cognitifs. Et donc là, vous voyez le gros écart qu'il y a entre ce 1,5 km épidémiologique et les 10 mètres de sécurité. Donc ce qui fait que, ça c'est une carte que j'aimerais faire, on ne l'a pas encore faite, c'est que si on trace autour de tous les secteurs, vous voyez, de traitement de terrains agricoles ou de vignes, et si on trace des cercles de 1,5 km sur toutes les zones rurales, on mettrait en évidence un très grand nombre de villages ou de petites villes qui sont en fait dans des zones où sanitairement on sait qu'il y a des augmentations de risque de ce type de maladie. Moi, j'ai lu, notamment en lisant, par exemple, Sud-Ouest, chez moi à Bordeaux, on parle d'une vallée du cancer, alors elle est en Charente. J'ai entendu parler aussi de clusters, oui. C'est-à-dire de régions où on voit que, très localisées, où il y a beaucoup de cancers. Ça, vous le confirmez? Ça existe des endroits oui. Très précis où, en fait, on observe des cancers de manière très importante? Oui, en fait... moi, en tout cas, je travaille sur 2 secteurs qui sont concernés par ces problèmes. Donc, juste pour donner une définition de ce qu'on appelle un cluster, c'est qu'il va y avoir un regroupement de maladies. Donc, ça peut être des cancers pédiatriques, ça peut être aussi des malformations congénitales, hein, qui sont connues pour être liées, pour certaines être liées aux pesticides. Et donc, ils se retrouvent en fait sur une zone géographique restreinte et sur une période temporelle courte. Donc c'est tout à coup, et en fait c'est un pic épidémique de ce genre de maladie. On a tendance à parler des épidémies sur des maladies infectieuses, hein, sur la grippe, la gastroentérite, même le Covid. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a des pics épidémiques aussi de maladies très graves, donc, que sont les cancers. Et donc, il y a des secteurs qui sont particulièrement touchés en France, mais... reconnus à différents niveaux par les agences de sécurité sanitaire. Donc, il y a certains clusters qui sont reconnus scientifiquement, mais qui ne sont pas reconnus par Santé publique France, notamment. Donc, ça a des implications sur les politiques publiques qui sont mises en place ensuite. Mais pour vous dire, actuellement, pour les clusters de cancer pédiatrique pour lesquels je suis sollicitée et je travaille dessus. Il y a 5 clusters actuels de cancer pédiatrique, et notamment le cluster dont vous parlez en Charente-Maritime, de Saint-Rogatien-Périgny, qui est à l'est de La Rochelle. Et évidemment, il y a de multiples facteurs de risques cancérigènes environnementaux, mais l'agriculture intensive et l'usage de pesticides fait partie d'un des facteurs les plus prépondérants, en tout cas sur ce secteur. Ça veut dire concrètement, sur place, qu'est-ce qui se passe? Sur place, on va avoir, au sein de villages où il peut y avoir 1500 habitants, on va avoir une dizaine de cancers qui se déclarent. Et il y a même des rues, en fait, où il y a une maison sur 2. Soit il y a des familles touchées par le cancer chez leurs enfants, soit des jeunes adultes. On n'en parle pas, mais l'âge de survenue de certains cancers du sang, notamment, baisse, et donc ça touche des jeunes actifs. Et effectivement, il y a des rues comme ça, vous parliez d'une vallée, mais oui, il y a des... Et il se passe en tout cas, il y a des agrégations géographiques très proches. Est-ce que ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, dans le sens où il y a eu... moi, les articles que j'ai en tête, c'est 1400 médecins qui s'étaient réunis dans le Limousin pour en parler. Certains clusters qui sont identifiés. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y en a plein, probablement, qu'on ne détecte pas de clusters, ou simplement il n'y a pas eu d'associations qui sont montées, ou c'est pas parvenu jusqu'à l'oreille des médias? Alors, il y a plusieurs cas de figure.
Mettons, quand on parle du cluster de Saint-Rogatien-Périgny, il se trouve que ce département est un département où il y a un registre des cancers. Et donc, c'est l'équipe qui gère le registre des cancers qui a commencé à tiquer en disant « mais là, on commence à voir beaucoup d'enfants qui viennent de la même commune et on parle de petits villages. Hein. » Donc, c'est eux qui ont lancé l'alerte. L'alerte qui n'a pas été saisie par Santé publique France et qui, pour l'instant, n'est pas en cours de traitement. C'est juste une association qui s'est créée et qui essaie de mener des actions de prévention, de sensibilisation. Il y a un autre cas, par exemple, que je suis aussi près de Sainte-Pazanne, donc là, on est au sud de Nantes, où là, le cluster a été identifié, non pas par des services de santé ou des registres, parce que les registres existent, mais sont pas rendus publics, où il n'y a pas d'alerte lancée. Et là, c'est parti d'un constat tout simple où plusieurs mères d'enfants issus de la même école se sont retrouvées dans la salle d'attente à Nantes en train d'attendre leur gamin qui était en chimio. Et là, le cluster a été identifié, je veux dire, par la fondatrice du collectif Stop au cancer de nos enfants, qui est Marie Thibault, où en fait, à un moment, elle a dit « mais pourquoi il n'y a que des amis de mon gamin dans ce service d'oncopédiatrie ?» Et dans le tableau de la salle où les parents attendent pendant que les enfants sont en traitement, elle a juste elle a dit « mettez le nom de votre enfant et où vous habitez ». Et c'est là où elle a vu qu'en fait, il y avait énormément de petits patients qui venaient de ce secteur-là. Et c'est comme ça que c'est elle qui a lancé l'alerte pour les agences, l'agence régionale de santé et Santé publique France pour dire, écoutez, il y a un problème. Donc voilà, à quoi tient des fois cette identification des clusters, mais vraisemblablement, il y a un problème au niveau ensuite, pour lancer une alerte et pour ensuite la traiter et faire qu'il y ait des mesures prises pour prévenir justement ces survenues de cancer. Et ces clusters de cancer, je tiens à le dire, tous les enfants ont été, ont eu leur ADN séquencé de leur tumeur, parce que certains cancers, 10% des cancers sont d'origine génétique, et tous ces clusters-là, aucun cancer n'est d'origine génétique. Donc ça veut dire que c'est des agents exogènes qui ont conduit à la survenue de ces cancers, et que donc ça veut dire que ça peut être des cancers qui peuvent être prévenus. Donc là, on peut s'attendre à ce que les autorités de santé publique interviennent, essaient de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut changer, et où sont les problèmes. Et pour l'instant, on est dans des situations où il ne se passe rien. Concrètement, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui scientifiquement? Quel est le lien entre pesticides et cancer? Est-ce qu'il y a des preuves irréfutables? Est-ce qu'il y a une controverse scientifique? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui d'un point de vue scientifique? Alors, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, les pesticides sont étudiés substance après substance. Il existe dans le monde environ 1400 substances actives. En Europe, il y en a 450 d'autorisées. Donc là, autorisées, ça veut dire qu'ils ont passé un filtre de réglementation. Les industriels ont produit des études validant un certain nombre de données, et notamment sur la cancérogénicité. Et quand ça arrive dans les mains de l'agence réglementaire, elle dit on autorise ou pas la substance. Donc, en théorie, toutes les substances qui ont été autorisées par l'EFSA sont des substances qui ne doivent pas être cancérigènes. Et on parle beaucoup des cancers parce que si une substance est déclarée cancérigène, à ce moment-là, elle est interdite. Donc ça bloque le marché. Le côté « cette substance est cancérigène » stoppe le marché de la substance active. Donc ça, c'est pour vous poser les faits. Par exemple, si on prend le glyphosate, pour aller sur quelque chose qui est très connu, tant sur les données expérimentales que sur les données épidémiologiques, le glyphosate augmente la survenue de cancer. Donc c'est un cancérigène avéré chez le rongeur et un cancérigène probable chez l'humain. Et ça conduit le Centre international de recherche sur le cancer sous l'égide de l'OMS, le CIRC, à classer le glyphosate comme étant cancérigène probable pour l'humain. Donc on a depuis, donc ça c'était en 2015, donc pour le glyphosate en tout cas, on sait que c'est cancérigène. Le CIRC
n'est pas, donc le Centre international de recherche sur le cancer ne peut pas conduire des expertises sur les 400 molécules. En fait, elle n'est pas en capacité de faire ça. Et elle se retrouve en fait confrontée à l'opposition des agences réglementaires qui ont autorisé le glyphosate et qui, sur la base d'autres critères, ont estimé que le glyphosate n'est pas cancérigène. On pourra revenir là-dessus. Je prends l'exemple donc d'une molécule, mais ensuite sur plein d'autres pesticides, beaucoup, et on peut dire 70% à peu près de ce que j'ai vu dans les dossiers réglementaires, conduisent à des tests de cancérogénicité positifs chez les rongeurs. C'est le test le plus... le premier test qu'on fait avant d'exposer des humains, on expose des animaux, et donc là, dans les dossiers réglementaires, on constate qu'il y a énormément de dossiers qui présentent des données de cancérogénicité des pesticides. Mais ça ne les empêche pas d'être autorisés. Ça veut dire, en gros, je suis une entreprise d'agrochimie, je teste une molécule, et là, je me rends compte que ça engendre des cancers chez les souris. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite ? C'est-à-dire que je considère que les doses ne sont pas suffisantes pour causer des problèmes chez l'homme, c'est ça ? En fait, il y a différents niveaux. Quand on lit les dossiers réglementaires, il y a différentes argumentations qui sont mises en jeu. Donc effectivement, il y a des fois des discussions sur oui, mais les effets qu'on voit, c'est à très forte dose, ce sera des doses jamais rencontrées, et donc on va estimer que ça ne mérite pas une classification cancérigène. Il y a en fait des modalités d'interprétation des données en toxicologie réglementaire qui vont conduire à minimiser l'impact cancérigène de certaines substances, dont les pesticides. C'est-à-dire qu'on va dire, si le rat, par exemple, développe des tumeurs hépatiques, il va y avoir tout un arsenal d'arguments pseudo-scientifiques qui vont dire, oui, mais en fait, le rat, il va développer plus de tumeurs hépatiques, on peut, avec confiance, dire que ça n'arrivera pas chez l'humain, et donc l'autoriser. Et donc ne pas classer la substance cancérigène. Donc ça, on l'a vu pour certains... pesticides, enfin en tout cas je travaille sur des pesticides SDHI, inhibiteurs de la succinate déshydrogénase, qui sont des pesticides qui bloquent la respiration cellulaire. Et en fait, quand on regarde l'ensemble, donc il y a 12 SDHI autorisés, il y en a 8 qui vont faire des tumeurs comme ça. Mais pourtant, ils sont autorisés. Et en fait, quand on regarde en détail, chaque tumeur, elle va dire « Ouais, non, mais non, c'est pas tout à fait spécifique de l'humain, donc on va l'autoriser. » Et en fait, on se rend compte que ça met quand même sur le marché 8 substances cancérigènes chez le rongeur, et que, en tout cas de mon interprétation, l'interprétation n'est pas précautionneuse. À l'origine, en fait, quand on faisait de la toxicologie, en tout cas au laboratoire, si on a des résultats positifs chez les rongeurs, on va considérer qu'il y a une prise de risque si on y est exposé. Donc, même si on n'est pas sûr, le fait qu'on ne soit pas sûr, de... qu'on soit en position de santé publique, on ne va pas prendre le risque qu'on augmente la présence de cancérigènes dans notre environnement ou dans notre alimentation. Mais au niveau réglementaire, par contre, on constate que ce risque est pris. Connu. Je vais essayer de résumer un petit peu au niveau réglementaire, parce que je trouve que c'est intéressant. Donc, ce que vous pointez du doigt, c'est la différence entre la science, la réglementaire, et la science, des scientifiques académiques. Oui. Donc, d'une part, en fait, les industriels, pour autoriser une molécule sur le marché, font des dossiers réglementaires, les soumettent aux agences sanitaires que sont l'EFSA en Europe et l'ANSES. Et puis ensuite, les molécules sont autorisées sur le marché. Corrigez-moi si je dis une bêtise, mais les dossiers d'autorisation de ces pesticides, de ces molécules, ne sont pas rendus publics. C'est-à-dire que vous et moi ne pouvons pas avoir accès au dossier de dépôt de mise sur le marché de ces molécules. Alors, c'est partiellement vrai ou partiellement faux, ça dépend le point de vue qu'on prend. En fait, on a tous et toutes accès au dossier réglementaire qui est en fait le résumé de toutes les études. Donc on n'a pas accès, par exemple, ce qu'on appelle les données brutes, c'est-à-dire pour tel rat exposé à telle dose, on ne va pas avoir les chiffres exacts, on va avoir uniquement les comptes rendus et les tableaux de synthèse. Donc on peut avoir quelques informations, et moi je travaille sur ça. On peut estimer que ce n'est pas suffisant, parce qu'en fait on ne peut pas vérifier si les données ont bien été rapportées. On n'a pas
quand on publie un article scientifique, une publication scientifique qu'on appelle reviewée par les pairs, relue, on est obligé de donner toutes les données, les points, les conditions d'obtention et les graphiques, enfin les choses précises. Là, on n'a qu'un résumé. Donc, on ne peut pas, ces données-là ne sont pas vérifiables. Dans le cadre, alors j'ai été pendant 3 ans experte à l'ANSES sur justement la réévaluation des pesticides SDHI. Et dans le cadre justement de la réévaluation de certains produits, j'ai eu accès à des données brutes, enfin aux études complètes. Et là, ces études complètes, en fait, elles sont présentées, il faut imaginer que c'est des bouquins comme ça, imprimés. Donc de 20 cm de haut pour que... Ouais, voilà, enfin oui, parce qu'il y a tout plein de données. Et en fait, c'est rédigé de telle sorte que, en fait, il faut... c'est très dur de réanalyser. Je l'ai imprimé là, si je peux vous montrer, je sais pas si ça peut... Mais enfin, j'ai rendu ça confidentiel, mais en fait, c'est comme si, par exemple, vous imaginez pour un test de cancérogénicité, le rat, pendant 2 ans, va le suivre. Et en fait, on va avoir une fiche où on va avoir tous les jours la prise alimentaire du rat, donc tous les jours, donc pendant 2 ans, donc un tableau qui va être mis... qui va être présenté sous forme de tableau et pas présenté sous forme d'un graphique, par exemple. Et ben, comme il y a 30 rats par groupe, et donc vous allez avoir toutes ces lignes sur des milliers de pages. Donc, quand on doit réinterpréter les données, si on veut réinterpréter, et si les agents de l'EFSA veulent vérifier si les conclusions sont fidèles aux données brutes, à mon humble avis, ils ne peuvent pas le faire. Ça veut dire, pour essayer d'expliquer, par exemple, quand on lit une étude scientifique, souvent les études scientifiques sont assez courtes. Il y a des études scientifiques qui font 1 page et demie ou 2 pages. Et donc, on a des tableaux, des graphiques de l'ensemble des choses qui sont analysées. Là, ce que vous dites, c'est qu'en fait, on noie le poisson avec des données qui ne sont pas agrégées entre elles et donc qui prendraient des heures, des semaines et des semaines à analyser. Sachant que les personnels de ces agences sanitaires sont assez peu nombreux aussi. Oui, ont peu de moyens. Donc ça veut dire, concrètement, vous qui étiez à l'ANSES, ça veut dire que combien de ces substances vous pouviez avoir, ou de ces dossiers vous pouviez avoir à analyser dans une semaine, par exemple? Alors, j'ai pas fait ce travail-là comme ça. Parce que, en fait, j'ai demandé... Enfin, en tout cas, les études que j'ai pu étudier, c'était une seule étude bien spécifique. Mais voilà, on m'envoyait un dossier... J'aime bien montrer ça, mais c'est qu'en gros, même pour des dossiers récents, en fait, c'est comme si c'était des photocopieuses scannées pour lesquelles on ne peut pas donc faire un CTRL-F pour chercher un mot-clé. C'est des scans. Donc, ça veut dire qu'il faut cliquer 3000 fois pour chercher l'information. Donc ça peut prendre une nuit. Je parlais d'une expérience personnelle pour une seule étude. Ce qui se passe, en fait, c'est que donc, il est évident que les personnels à l'EFSA n'ont pas le temps de faire ça. Et ce que l'on voit clairement, si vous voulez, c'est que quand il y a le dossier, il y a un résumé d'une 50aine de pages de l'étude. Il y a toutes les données brutes qui suivent derrière, avec tout scanné. Et donc, en fait, le résumé se retrouve souvent ensuite copié-collé sur le rapport de l'EFSA. Et ça, c'est assez net, en fait. C'est que l'EFSA ne revérifie pas, en tout cas, ne fait pas un rapport différent, une relecture du dossier. Elle prend le copier-coller qu'elle met dans son dossier d'évaluation, ce qu'on appelle Draft Risk Assessment. Et donc, c'est ça qui ensuite est processé et négocié. Et donc, si on remonte à l'origine, ça veut dire que la façon dont sont expertisés les dossiers pour certaines études, ce sont des copier-coller, des conclusions que les industriels ont rédigées. Pour être clair et qu'il n'y ait pas de flou là-dessus, l'EFSA ou les agences sanitaires ne vont jamais refaire les analyses qui sont fournies par les industries. Non, ils ne vont pas le refaire. Et ce qui se passe concrètement, et c'est là où la recherche publique intervient, c'est qu'une fois que
les substances sont autorisées et mises sur le marché, les scientifiques peuvent être amenés à les tester et eux à refaire des manips. Donc ça passe dans le secteur académique et donc le secteur public de refaire des tests. Et c'est souvent là où des problèmes sont identifiés, puisque les industriels, quand ils font leurs tests, c'est des tests avec qu'on appelle des lignes directrices. Ils suivent, on leur commande tel type d'études, ils font exactement ce type d'études-là. Tandis qu'en recherche académique, en fait, on va s'intéresser à tout plein d'autres mécanismes de toxicité, d'autres types de maladies, en faisant des études plus fines avec des technologies plus poussées. Et donc, on produit ces connaissances-là. Donc, ce qui est très bien et ce qui répond à une mission de surveillance et de veille de santé publique. Mais là où le bas blesse, c'est que quand ces publications-là sortent, les agences réglementaires sont censées en tenir compte pour les réévaluations des substances. C'est-à-dire s'il y a une étude qui dit, et c'est le cas pour le glyphosate est cancérigène ou est perturbateur endocrinien d'après une étude indépendante. Donc quand je vais réévaluer le glyphosate, je ne vais pas prendre que le dossier de l'industriel, je vais aussi prendre les nouvelles données. Et là, ce qu'on a vu récemment pour la réautorisation du glyphosate, c'est qu'un très grand nombre de publications indépendantes, en fait, n'étaient pas prises en compte par l'EFSA, si bien qu'à la fin, on arrive à un grand nombre d'études fournies par les industriels qui sont retenues et à un grand nombre d'études publiques qui sont écartées, si bien que dans la communauté scientifique, on n'a aucun doute, et j'ose le dire, de la cancérogénicité du glyphosate, mais par contre, ce n'est toujours pas reconnu en toxicologie réglementaire. Alors quand on analyse la toxicité des pesticides, on parle de neurotoxicité, de reprotoxicité, de perturbateurs endocriniens, de génotoxicité, de cancérogénicité. Juste pour qu'on y voit un peu clair, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont ces différentes facettes de la toxicité ? Alors, je vais commencer par le cancer, puisque j'en ai beaucoup parlé. Donc, le cancer, voilà, c'est ces maladies qui se développent avec une prolifération de tissus au mauvais endroit et au mauvais moment, donc qui entraînent des gros dysfonctionnements. La neurotoxicité, ça va être des altérations du système nerveux. Et là, ça peut conduire, en tout cas pour les tests qui sont réalisés de façon réglementaire, ça va conduire à des troubles de motricité, par exemple, d'activité locomotrice. Par exemple, est-ce que vous pouvez prendre à chaque fois une maladie associée pour qu'on comprenne Alors, je vais prendre... Parce que quand on fait sur les souris, vous voyez, on regarde, on essaie de lui faire agripper des objets ou lui faire un petit parcours où il faut qu'elle court sur un parcours un peu délicat et on n'y arrive pas. Donc, si on veut convertir ça, vous imaginez, vous allez à un jardin de jeu pour enfants où vous lui faites grimper à la corde, marcher sur une poutre. Et bien là, il peut y avoir des atteintes locomotrices, c'est-à-dire il va y avoir ça peut être de la motricité fine aussi qui peuvent être endommagés. Donc ça peut être des effets neurotoxiques, mais les effets neurotoxiques aussi peuvent être reliés à des troubles cognitifs. Donc ça peut être des troubles de l'attention ou aussi des syndromes de troubles autistiques. Donc là, on est plus dans du développement de la sociabilité ou des troubles comportementaux. Et ça, c'est des études, enfin, pour faire le lien entre cette maladie humaine et ce qu'on peut faire en toxico chez les rongeurs, c'est très difficile à évaluer, c'est pas évalué dans les dossiers réglementaires. Donc la neurotoxicité, ça va être, si on donne une dose forte, le rat va tétaniser, avoir ses muscles contractés, il va plus pouvoir bouger. Ensuite, dans les autres maladies, réprotoxicité, alors là, ça peut prendre différentes facettes. Donc si on expose des animaux en gestation et on regarde ce qui se passe pour les petits, soit il va y avoir déjà des fausses couches, ou des malformations qui surviennent, ou des morts fétales qui surviennent chez les petits. Il peut y avoir aussi, dans la réprotoxicité, on peut aussi mettre les troubles de la fertilité, puisqu'en fait ça va atteindre l'appareil reproducteur, engendrer, vous voyez, l'utérus qui ne va pas être apte à porter enfin, en tout cas, ce qui est de la fécondation et une grossesse à terme. Donc, voilà, tout ça, c'est de la réprotoxicité. Ensuite, la perturbation endocrinienne. Alors ça, c'est un phénomène qui vient de la régulation hormonale,
où les pesticides peuvent avoir des structures et des propriétés similaires à des hormones. Si bien que, vous pouvez imaginer au cours du développement embryonnaire, on a besoin d'avoir la bonne hormone au bon endroit. Par exemple, quand il doit y avoir le système reproducteur qui se met en place pour mâle ou femelle ou fille ou garçon, ou pour développer le cerveau. Il faut les bonnes hormones, bon signal, au bon moment. Et donc, si au cours du développement, le pesticide a une propriété perturbateur endocrinien, eh ben, ça peut perturber toute la mise en place de ce qu'on appelle du neurodéveloppement ou de l'appareil reproducteur. Donc ça, c'est un problème énorme puisque ça concerne les populations vulnérables, hein, donc les fœtus, jeunes enfants et puis aussi les femmes enceintes. Hein. Et là où c'est difficile à réglementer, c'est que c'est des substances qui agissent à très très faible dose. Donc les perturbateurs endocriniens, si on classe une substance perturbatrice endocrinienne, on ne peut pas estimer qu'il y a une dose en dessous de laquelle il n'y a pas d'effet puisque ça agit à très très faible dose. Donc ce qui compte, c'est le moment. Il s'agit d'un fifrelin d'un perturbateur endocrinien au mauvais moment et ça peut déréguler tout un système, la mise en place du système nerveux par exemple. Donc ça, et ça simplement, c'est des choses qui ne sont pas analysées dans les dossiers d'autorisation de mise sur le marché. Alors c'est une très bonne question. En fait, depuis 2018, la réglementation a été plus forte, on a progressé sur justement évaluer la perturbation endocrinienne et conduire à ce que quand il y a un perturbateur endocrinien avéré, on l'interdit. Donc ça devient du même niveau de précaution qu'une substance cancérigène. Mais dans les faits, quand on regarde dans les dossiers réglementaires ce qui est fait, hein, dans les dossiers et les données qui sont produites, on se rend compte encore que même s'il y a des présomptions de perturbation endocrinienne, c'est interprété de façon différente où ils vont exiger en gros une démonstration claire que c'est un effet perturbateur endocrinien chez les populations humaines, si bien que ça ne va pas être classé comme perturbateur endocrinien avéré, et donc ça va être mis encore sur le marché. Donc il y a un gros écart entre, là encore, la littérature académique qui a identifié plus d'une 1500 substances, alors il n'y a pas que des pesticides dedans, mais voilà, 1500 substances pesticides, et actuellement... Perturbateurs endocriniens, et actuellement reconnus au niveau réglementaire, on doit être à 10-15. Je n'ai pas vérifié les chiffres au jour. Donc, vous voyez le gros décalage, quoi. Génotoxicité. Génotoxicité. Alors ça, c'est un lien avec la cancérogénicité, mais pour vous expliquer, géno, ça vient de gène. Donc, c'est des substances qui vont aller altérer les gènes, donc ce qu'on appelle plus communément l'ADN, en fait. Donc, il va y avoir des substances chimiques qui vont avoir la fâcheuse propriété soit de s'intercaler directement dans l'ADN, vous voyez l'hélice, et donc de la perturber, soit de faire ce qu'on appelle un stress oxydant, quelque chose qui va produire des espèces activées de l'oxygène très virulentes, et ces espèces activées de l'oxygène vont attaquer l'ADN et le modifier. Et ça, c'est important pour identifier les mécanismes de cancer, puisque la génotoxicité, si l'ADN est altéré, les gènes vont être altérés, et c'est l'un des mécanismes forts qui conduit aux tumeurs, en fait, la formation de tumeurs. Donc c'est pour ça qu'il y a un gros focus sur ce mécanisme moléculaire-là, et justement la génotoxicité du glyphosate est notamment particulièrement recherchée, parce que si le glyphosate altère l'ADN, c'est génotoxique, c'est cancérigène, et là, ça devrait être interdit. Moi, j'ai appris quelque chose qui m'a un peu stupéfié, c'est que certains pesticides, et en l'occurrence celui que j'ai en tête, c'est le DDT, avaient la capacité de modifier l'épigénétique, c'est-à-dire de modifier l'ADN d'une maman, mais à la suite de quoi c'est l'ADN aussi qu'elle transmet à ses enfants. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les effets transgénérationnels. Donc là, j'ai parlé des gènes avec ce fameux intercalement des molécules. Les modifications épigénétiques qui concernent l'ADN, c'est plutôt la façon dont l'hélice va s'enrouler autour d'elle-même, donc, et faire les fameux chromosomes. Et les modifications épigénétiques, ça va être des modifications qui vont verrouiller l'ADN très fermé comme ça. Et au lieu de moduler un seul gène, en fait, ça peut moduler des centaines de gènes. Donc les effets épigénétiques peuvent être très forts, juste parce que l'ADN est mal replié. Pour le DDT,
le DDT, il y a une cohorte aux États-Unis qui est très bien suivie, c'est-à-dire une population, et notamment de femmes, qui a été créée donc, dans les années 50, où les femmes ont été fortement exposées au DDT. Elles ont développé un grand nombre de cancers du sein. Ensuite, l'équipe qui gère cette cohorte, en fait, a suivi les filles, les petites filles, et la surincidence, le surrisque de cancer du sein qu'avaient les grands-mères est maintenant a été identique chez les filles et est maintenant identique chez les petites filles qui ne voient plus le DDT puisque c'est un pesticide interdit. Donc la transmission justement de cette susceptibilité au cancer du sein a été entièrement transmise d'une génération à l'autre, justement par cet effet transgénérationnel dont vous parlez, et c'est clairement démontré pour le DDT. Et ce que j'aime dire, et j'avais une slide de là, c'est qu'en fait, on l'a démontré très bien expérimentalement chez les rongeurs. Donc en plus, c'est quelque chose que l'on sait. Donc vous voyez un petit peu le gros décalage, en fait, c'est que là, on est en train, au niveau de la reconnaissance de mécanismes de toxicité tels que l'épigénétique, en train de dire oui, mais il faut démontrer. Pour certains pesticides, on a la preuve depuis la molécule dans les cellules, on voit ce que ça fait. Ça a été démontré chez les rongeurs sur plusieurs générations de façon très précise, en conditions contrôlées. Et maintenant, ça c'est validé au niveau épidémiologique, au niveau population et au niveau humain, que ça a les mêmes effets. Donc, il faudrait arrêter, si vous voulez, de demander, exiger à ce qu'il y ait plus de preuves en santé humaine pour arrêter, en tout cas, l'usage de certains pesticides, puisque on sait que la toxicologie ou les mécanismes de toxicité sont connus, conservés par les espèces et prédictifs, en fait, des effets santé. Ce que vous dites, si j'essaye de traduire, c'est que en fait, quand on regarde les analyses toxicologiques, on voit très bien, notamment chez les rongeurs, qu'il y a des cas de cancer, de tumeurs très identifiés, que quand c'est le cas, il faudrait, principe de précaution, interdire ces substances. Or, on attend qu'il y ait sur le terrain en fait, des alertes sanitaires. Des gens qui ont vraiment le cancer pour pouvoir commencer à agir et mettre des réglementations en place. C'est ça que vous voulez dire ? C'est un peu ça qui est souvent véhiculé dans les idées. Oui, mais on n'a pas encore la preuve humaine que ça fait exactement la même chose que sur les animaux de laboratoire. Ça, c'est un argument. Et même, je vous dirais que là, avec le cas du glyphosate, où on a des méta-analyses d'épidémiologie, en particulier sur les travailleurs qui ont beaucoup manipulé le glyphosate, où on les a maintenant, les victimes humaines de la cancérogénicité du glyphosate. Et pour l'instant, ça ne change rien. Donc je ne sais pas. En tout cas, on a l'impression que la preuve ne sera jamais suffisante. Et même quand on les a, ça ne permet pas. Là, on arrive à un problème politique. À mon avis, on n'est plus à un problème scientifique. Justement, alors on voit concrètement, par exemple, le cancer a explosé. J'ai regardé les chiffres du cancer, ils ont doublé, notamment chez les hommes en France entre les années 80 et aujourd'hui. Alors certes, on vit plus vieux, il y a des sujets démographiques, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'en gros, ça a un lien avec l'environnement ? Est-ce qu'on sait précisément d'où viennent ces cancers ? Et au-delà des cancers, on voit tout un tas de maladies chroniques. On parlait tout à l'heure de la fertilité. On voit aux États-Unis, selon une méta-analyse, que la fertilité des hommes a été divisée par 2. On voit une explosion des maladies dites Parkinson. On voit une explosion d'Alzheimer, de tout un tas de maladies. Concrètement, est-ce qu'on est capable de faire un lien entre toutes ces maladies chroniques, tous ces cancers, et l'environnement, et plus particulièrement les pesticides ? Alors, oui, on peut faire le lien avec toutes ces maladies-là. Disons qu'il y a des études scientifiques qui montrent que l'exposition à des polluants augmente la survenue de ces maladies. Ce que l'on sait, en fait, quand on regarde finalement les chiffres du cancer et la répartition même au niveau géographique, c'est qu'on voit que les pays qui s'industrialisent et qui adoptent un mode de vie occidental blanc pour résumer, en fait,
il commence à rattraper les niveaux d'incidence donc, des pays modernes que l'on a. Et pour moi, le cancer, et puis pour d'autres sociologues des sciences qui interprètent ces données, c'est que le cancer est clairement une maladie aussi liée à l'anthropocène, ce qu'on peut appeler la dégradation généralisée de notre environnement, la pollution chimique qui est réelle. Et en tout cas, l'OMS, par le Centre national de recherche sur le cancer, clairement alerte sur ces facteurs environnementaux qui font augmenter les taux d'incidence du cancer. Et souvent, on est critiqué en disant « oui, mais maintenant on détecte mieux, c'est parce qu'on vieillit ». Et en fait, maintenant, on se rend compte que si on rapporte justement les ratios entre l'âge, le diagnostic ou le surdiagnostic, en fait, ça a permis de détecter mieux, mais ça n'explique pas le doublement de certains cancers dans certaines catégories ou certains organes. Et c'est clairement, pour nous, en tant que toxicologue et puis observateur dans la santé publique, c'est que notre exposition aux substances cancérigènes et à la diversité de ces substances ne fait qu'accroître. Et ça a des conséquences. Enfin, moi, je n'imagine pas qu'on puisse être résistant à des substances cancérigènes. Et en plus, il faut voir que les cocktails se complexifient du fait de la grande variété de substances chimiques que l'on produit et les modalités d'exposition. En tout cas, pour l'OMS, elle ne fait aucun doute sur le lien entre le mode de vie. Après, c'est peut-être au sens large, le mode de vie occidental pollué et la survenue de cancer. Et il y a aussi d'autres facteurs plutôt sociaux, le stress, par exemple, ça commence à être décrit comme étant aussi promoteur de certaines maladies chroniques. Donc en fait, on a quand même un mode de vie qui devient très malsain à plusieurs niveaux. Dans certaines des études que vous avez menées, notamment en Charente, si je ne dis pas de bêtises, on voit la trace de pesticides qui sont interdits en France. Est-ce qu'on a une idée d'où ils viennent ? Est-ce que ça veut dire que les pesticides restent longtemps dans les milieux ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des pesticides interdits qui sont encore utilisés ? Est-ce qu'on a une idée de ça ? On doit sûrement avoir les deux phénomènes. Il y a des pesticides qui sont fortement rémanents, c'est-à-dire qui persistent en particulier dans le sol, et qui, selon la météo, la pluviométrie, peuvent remonter et contaminer s'ils sont en profondeur, remonter dans les nappes phréatiques. Donc on les voit réapparaître. Et ce qui se passe aussi, c'est que quand on est en particulier sur le secteur Saint-Augastien-Périgny, grande culture, donc ils balancent énormément d'herbicides, donc ces pesticides qui vont tuer les mauvaises herbes, donc sur de très grandes surfaces. Et en fait, le sol est tellement pauvre en micro-organismes, en vers de terre, que en fait, les molécules chimiques persistantes qui sont accumulées vont être libérées. Il y a ce phénomène-là, notamment ça a été identifié pour le lindane, où on ne comprend pas comment ce pesticide interdit depuis 2008, pourquoi on en retrouve autant, et sûrement qu'en fait, à force de traiter, ça remet en suspension des vieux pesticides. Ensuite, il est également connu qu'il y a du trafic illégal de pesticides dans certains secteurs, des pesticides qui viennent d'Espagne ou d'Afrique du Nord. Est-ce qu'on a une idée de la durée de vie de ces molécules dans les milieux ? Alors, ça dépend beaucoup des substances. Et un ordre de grandeur, est-ce que c'est 3 ans, 6 mois, ça peut être 100 ans ? Alors, je vais répondre un petit peu à côté. Parce que maintenant, la persistance dans l'environnement fait partie d'un des critères qu'un industriel demande à mettre sur le marché un produit. Normalement, on s'assure que la substance persiste pas trop, donc c'est-à-dire plusieurs mois. C'est pas trop. Seulement, là encore, les expérimentations sont conduites par les industriels eux-mêmes. Et souvent, il y a des gros écarts entre l'information qui est dans la fiche et même des fois juste le mode d'emploi. Ou mettons, la fiche va indiquer, voilà, au bout de 3 mois, le pesticide n'est plus actif, a disparu, est dégradé. Par contre, quand on lit la notice, on va dire, mais si vous voulez éliminer tous les petits vers de terre qu'on retrouve, les petits vers blancs, par exemple, qu'on retrouve dans les golfs, vous l'appliquez une fois et vous verrez, ça marche pendant 10 mois.
Donc moi déjà, je posais la question, je dis mais pourquoi vous dites qu'en 3 mois il n'y a plus rien? Mais par contre pour les applicateurs, on leur dit que s'ils le font une fois, ils sont tranquilles pour toute la saison. Donc là il y a un gros, en tout cas il y a beaucoup de doutes sur ces aspects-là. Ensuite, il y a encore des études qui sont faites indépendantes qui des fois viennent contredire les données réglementaires qui ont permis l'autorisation de mise sur le marché. Et des fois, ça peut être de doubler la période de la demi-vie. Alors, je ne suis pas spécialiste du sol, donc je mets un bémol à ce que je vais vous dire, mais selon le type de terre, si c'est plus argileux, sableux, calcaire, la propriété d'absorption va être différente. Et en fait, quand les produits sont mis sur le marché, ils ne testent pas tout le type de sol. Toutes les conditions de météo ne sont pas... Donc, ils utilisent des conditions standards, mais après, dans la vraie vie, les choses se passent différemment. Donc, tout ça, voilà, ça concourt en tout cas à avoir des doutes, en fait, à ne pas trop savoir combien de temps les substances vont persister et que ça peut varier d'un composé à l'autre, surtout avec l'adjuvant qu'on va mettre, donc la formulation complète qui peut modifier les propriétés physico-chimiques de la substance active. Il y a des substances pesticides qui ont été utilisées dont on ignore la demi-vie, c'est-à-dire la durée pendant laquelle on va dégrader la moitié de la molécule. Et le cas typique, c'est la chlordécone. C'est un insecticide qui a été utilisé abondamment sur les bananeraies en Guadeloupe, Martinique, où en fait, quand les chercheurs essaient d'évaluer cette demi-vie, ça dépasse en fait la vie humaine. Donc là, on dit 70 ans, c'est le chiffre que j'ai retenu. C'est-à-dire qu'il faut 70 ans pour écouler la moitié, mais en fait, il y a d'autres études dans d'autres types de sols où ils sont plutôt à plus d'un siècle, en fait. Donc, il y a des substances, pesticides qui ont été épandus et qui sont des forever pollutants. Dernière question, on sait aussi que c'est une industrie qui est connue pour pas être tout à fait angélique. Est-ce que vous avez des pressions? Est-ce que moi j'ai été assez frappé, c'est pas des pressions d'ailleurs, mais de la manière dont les députés, j'ai regardé la commission qui vous avait reçue à l'Assemblée nationale, j'ai trouvé quand même la manière dont ils vous parlaient assez, enfin que vous deviez toujours prouver patte blanche, que vous n'étiez pas militante. Est-ce que vous avez des pressions? Est-ce que vous avez ce sentiment-là de toujours devoir prouver que vous n'êtes pas une militante acharnée et défenseuse d'un point de vue politique? Oui, c'est indéniable. Ce qui est assez marrant, entre guillemets, c'est que moi, j'ai fait ma thèse sur les hydrocarbures cancérigènes avérés et la dioxine. Et donc, j'ai acquis tout un ensemble de techniques, de procédures d'évaluation au niveau cellulaire. Et en fait, j'ai publié, j'ai fait des conférences. Et à partir du moment où j'ai fait exactement les mêmes expérimentations, mais au lieu que ce soit un hydrocarbure, c'est un pesticide, c'est vrai que les remises en question des résultats obtenus étaient beaucoup plus importantes, en fait. Et c'est quelque chose qui m'a énormément surprise. En fait, remettre en question les méthodes d'études ou dire « Oui, non, mais là, en fait, c'est pas vraiment cancérigène. » Non, mais attends, ça marche aussi bien que la dioxine. Et donc, c'est ces formes de décrédibilisation où c'est là, en fait, où même moi, j'ai réagi dans le sens où, effectivement, quand il y a un enjeu économique derrière, on met plus la pression sur les scientifiques. Et là où c'est le pire et le plus exacerbé, malheureusement, c'est mon domaine de recherche, c'est que, comme je vous l'ai dit, la cancérogénicité d'une substance conduit à son interdiction. Donc, on remet en question les preuves de cancérogénicité, comme on ne remettait pas du tout en question quand je faisais les mêmes manips sur la dioxine, et qu'à partir du moment où c'est fait avec un pesticide, eh bien là, on va dire « Non, mais tu ne l'as pas fait comme il faut », ou ils vont exiger plus de contrôle, donc, et voilà, à amoindrir la conclusion. Donc ça, c'est quelque chose, après, justement, je travaille maintenant en sociologie des sciences et je rédige un mémoire de philosophie des sciences qui est justement sur ça, c'est sur comment la définition d'une substance cancérigène chimique en biologie... elle est ce qu'elle est, c'est quelque chose, il y a ce qu'on appelle un paradigme, il y a des processus, c'est bien décrit. Comment, en fait, à partir du moment où cette connaissance-là entre dans des enjeux
économiques, mais aussi on parle de production alimentaire, de choix sociétaux de production alimentaire, d'agriculture intensive. À partir de là, au lieu de dire non, on n'est pas prêt de changer le système parce qu'économiquement on n'est pas prêt ou techniquement on ne peut pas faire, on va dire non, ta substance elle n'est pas cancérigène. Et on se retrouve la science en fait n'a plus de valeur parce qu'on n'ose pas avouer qu'on ne veut pas changer le système. Et donc, on va remettre en cause ceux qui ont le thermomètre et qui disent « Attendez, c'est un peu cancérigène ». Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Mais après, quand on en prend conscience, on fait avec. Et on se dit que c'est les règles du jeu. Mais le tout, et c'est vrai que ça, c'est que moi-même, les exigences que j'ai par rapport à mes manips, par rapport à la rédaction des articles, par rapport à l'introduction des contrôles positifs, des contrôles négatifs, maintenant j'en ai ces ceintures bretelles. On fait vraiment les choses de la façon la plus irréprochable possible pour tenter en fait de donner le moins de billes possible à des détracteurs, quoi. Mais... Laurence Huck, un grand merci d'être venue au micro merci du à vous. Club. Et à bientôt. À bientôt, merci.